terre très ancienne qu'on se dispute depuis plus de 8000 ans et qui a été déchirée par la guerre civile. Ce petit pays est niché entre la mer et le désert, avec des montagnes boisées à couper le souffle et des vallées fertiles qui ont rempli les gardes-manger de plusieurs civilisations. C'est le Liban! Bienvenue au Liban! La cuisine libanaise, appétissante, variée et parfumée, est connue dans le monde entier. Depuis 6000 ans, cette région du monde a été soumise à l'influence de différentes traditions. Elle a été occupée par les Phéniciens, puis les Romains et les Arabes. Ensuite sont venus les croisés d'Europe, les Ottomans et les Français. Tous ces peuples ont laissé leur empreinte. Du coup, le Liban est un carrefour de culture et ça se ressent dans sa gastronomie. Pour ce voyage, je vais explorer le passé et le présent de la cuisine libanaise. Le pays est situé dans l'est du bassin méditerranéen. Ses voisins sont la Syrie et Israël, dans une région du globe connue pour son instabilité politique. J'entame mon périple à Beyrouth, la capitale. Je vais goûter la cuisine de rue, puis faire route vers le sud pour pêcher dans le vieux port de Tyr. Ensuite, j'irai dans les montagnes du Chouf pour apprendre à faire des conserves, avant d'aller à Zalé, célèbre pour ses mezzés. Après avoir traversé la vallée de la Bekaa, j'irai à Tripoli pour tester mon courage culinaire et manger avec des tziganes avant de retrouver les projecteurs d'un studio de télévision à Beyrouth. Beyrouth est une ville cosmopolite et très vivante. Depuis toujours, ses habitants ont des origines très variées. Ils lui ont donné une sophistication et une ambiance qui lui valent le surnom de Paris du Moyen-Orient. Ma première escale est l'un des plus célèbres bars à jus de fruits de la ville. On dirait des frères jumeaux. Quelle belle boutique! On m'a dit que les cocktails de fruits étaient fantastiques. On a tout. Choisissez les ingrédients. Qu'est-ce que je ne connais pas encore? Le djellab, c'est bon? Délicieux. Et typiquement libanais. Ça me fera du bien? Oui. Alors un djellab. Il y a quoi d'autre? De l'avocat dans un cocktail? Oui, on peut le mélanger avec des fraises ou de la mangue. Ok, je vous fais confiance. Merci. Merci. Super. Cette boutique est un exemple parfait. Les produits frais sont d'une très grande qualité et sur les étals, on voit bien l'influence de toutes les cuisines du monde. Il y a des baguettes à la française, des pâtisseries turques, du pain pita et des tomates du tonnerre. Regardez celle-là, elle n'a pas poussé sous serre, je vous le garantis. Plus loin, il y a des endives et des asperges, preuve de l'influence française. Et là, des okras d'origine indienne. Je me demande où en est mon cocktail. Merci. Ça me rappelle ce que ma grand-mère se mettait derrière les oreilles. On dirait du parfum. J'ai toujours pas compris ce que c'était le djellab. Djellab, c'est quoi? C'est ça. Ah, d'accord, de la caroube. Mais on ne la sent pas au milieu de tous les autres parfums. On dirait qu'il y a des noix. Je suis sûre que c'est excellent pour la santé. Je vais goûter l'autre, celui à l'avocat. Il n'y a pas que de l'avocat. Je sens de la banane et de la mangue. Normalement, je mange l'avocat avec de la vinaigrette, mais en cocktail, c'est intéressant. J'adore, celui-là est mon préféré. Bienvenue à Beyrouth. Bienvenue, bienvenue, entrez, entrez. Entrez. Je retrouve Neila Audi, spécialiste de la cuisine locale, qui va me faire découvrir ce qu'on mange dans les petits restos de la ville. Mary-Lise, Bonjour, enchantée. qui vient de Londres. Alors, quel est le programme? Qu'est-ce qu'on mange ici? On va goûter le faté, un plat à base de pois chiches avec du yaourt. Les pois chiches poussent dans les collines du Liban et sont des ingrédients clés de la gastronomie locale depuis plus de 2500 ans. Sur les tables libanaises, on trouve toujours des olives et des radis.
Et la spécialité d'ici, C'est le faté, ce que nous avons sur la table. expliquez-moi ce que c'est exactement. La base, ce sont des pois chiches qui ont été mis à tremper avant de bouillir. Il y a aussi du yaourt, des épices, des pignons et du pain pita frit disposé tout autour. Les pois chiches sont les héros du plat. Ils font partie de la cuisine libanaise depuis des millénaires. Le Liban est un pays de montagne. Ses habitants, qu'on les appelle phéniciens ou arabes, ont toujours vécu dans les hauteurs et ils mangeaient des céréales, des viandes en conserve et plus généralement des aliments qui Qui se conservaient bien. D'autant que les hivers étaient rigoureux. Avec les pois chiches, on a des protéines et des féculents. Et on ajoute du yaourt. Oui, yaourt, pois chiches et pignons. Le tout frit dans l'huile. C'est l'un de mes plats préférés. C'est délicieux. On sent bien le goût du citron. Et ça, c'est quoi? Du faté à la viande, avec aussi des pois chiches et du yaourt. Quelle viande? De la viande en conserve. On dirait de l'agneau. C'est délicieux. Oui, c'est de l'agneau. Ça vous plaît? J'adore ça. Ce que j'aime, c'est que l'agneau est bien salé et se marie parfaitement avec le yaourt crémeux, la texture des pois chiches et ce petit goût citronné. C'est un yaourt très crémeux. Pas étonnant que tout le monde adore ce plat. En voilà un autre à base de pois chiches. Un autre? Oui, celui-là se mange avec le pain. Ah, c'est très différent. Oui, il y a aussi du citron et de l'ail. Mais vous ne mangez rien, aidez-moi un peu, je me goinfre toute seule. Prochaine étape, la corniche, une promenade du bord de mer pour le petit déjeuner. On va manger du manouché. Manouché. C'est un classique. Quand on est à Paris, on mange des croissants. À Beyrouth, on prend du manouché. Là, c'est de la pita. Oui. Ensuite, le pain est recouvert de za'atar. C'est un mélange à base d'origan, de graines de sésame et d'huile d'olive. Pas mal. On va en goûter deux sortes. Le premier, un manouché nature, et le second avec du labné, une sorte de yaourt au lait caillé. Que des bonnes choses. De l'huile d'olive, du sésame. Quand on était petit, nos parents nous faisaient manger du za'atar parce que c'était censé être bon pour le cerveau. À manger pour les neurones. C'est succulent. Oh, j'adore. Le plat national libanais est le kébé. On le sert dans tous les restaurants avec les mezzés sous forme de boulettes de viande, mais traditionnellement, c'est plutôt un pain de viande plat et rond. Je vais préparer un vrai kébé avec mon ami Loris. On m'a dit que sa recette était légendaire. Et voilà comment on le prépare dans les règles de l'art. Pour le moment, on a mis des oignons. C'est bien ça? Oui. Donc les oignons. On écrase les oignons avec du sel et du poivre blanc. Les choses sérieuses commencent avec la viande. Je peux essayer? L'agneau est écrasé au mortier jusqu'à ce qu'il forme une pâte. Ensuite, on ajoute du poivre blanc, du sel et les oignons réduits en purée. Et on continue à écraser. Ouf, on a fini avec le mortier. J'ai mal au bras. Maintenant, on fait quoi? Encore des oignons. Aujourd'hui, on utilise de l'agneau, mais à l'origine, c'était du mouton. Ce plat vient du nord du Liban et visiblement, toutes les familles ont leur propre variante du kébé. Loris fait fondre les oignons, mais il ne faut surtout pas qu'ils colorent. Et puis, on ajoute les pignons. On a de l'agneau haché, du sel et l'épice secrète du piment de la Jamaïque qui donne un parfum formidable. Maintenant, on fait colorer la viande en mélangeant bien. On coupe le feu? Oui. C'est fini? Oui. Là, c'est le boulgour, du blé concassé. Pendant le rinçage, le boulgour a absorbé l'eau dont il a besoin pour gonfler. Ensuite, on fait un mélange moitié viande, moitié blé. C'est fou, la texture n'a plus rien à voir. Allez, à la main. Je continue? Oh, désolé. Le boulgour est très utilisé dans la cuisine libanaise et pousse très bien en hiver dans les régions côtières.
Pour le repas familial, on utilise ce plat. Et on met de l'eau. Désolée. Désolée, j'en ai mis trop. J'y vais? Oui. Comme ça? Les pignons et l'agneau haché sont la garniture du milieu. Puis on recouvre d'une deuxième couche de mélange viande-boulgour qu'on lisse soigneusement après s'être mouillé la main. Pour finir, on fait des dessins au couteau, on verse un filet d'huile d'olive et on enfourne une vingtaine de minutes. C'est magnifique. Au Liban, on juge un cuisinier ou une cuisinière à la qualité de son kébé. Et de nos jours, on en trouve plusieurs sortes. Végétarien, bio, au poisson, avec de la tomate. Les déclinaisons sont infinies. J'adore le kébé. Bienvenue à Beyrouth. Les Français ont pris le contrôle de Beyrouth pendant la Première Guerre mondiale et ils l'ont occupée pendant 30 ans. Leur culture et leur architecture ont changé la ville. Mais à l'époque de la guerre civile, entre 1975 et 1990, son centre a été entièrement rasé. Je suis sur la place de l'Étoile, où tout est récent et dans un style très français. L'ambiance de ce café me fait penser à Paris. Les serveurs pourraient sortir tout droit d'un bistrot parisien. Notez qu'il y a une chose que les Français n'ont pas essayé de changer. C'est la cuisine. C'est sans doute parce que les Libanais sont profondément attachés à leur tradition culinaire. Voilà un objet qui n'a rien de français. On l'appelle chicha. C'est du tabac parfumé au raisin qui passe à travers une pastèque. Les gens d'ici en raffolent. Je n'ai jamais fumé ça. Tout le monde me regarde. J'allais dire que c'était pas si mal, mais en fait c'est horrible. Il y a un arrière-goût de raisin, mais ça me plaît d'être assise là, à fumer tranquillement. Je me sens très cool. Je crois que le tabac me monte à la tête. En tout cas, les Libanais en sont fous. Bienvenue. Bienvenue à Beyrouth. Djemezé est un quartier à la mode. Le Beyrouth d'autrefois y côtoie les bars et les restos tendances ouverts depuis quelques années. Je vais justement dans l'un d'entre eux pour en savoir plus sur la cuisine libanaise contemporaine. Fruits de mer. Ça sent divinement bon. Assez parlé, mangeons. Je vais goûter les fruits de mer à la vinaigrette d'encre de sèche. C'est délicieux. C'est une cuisine de saison. En ce moment, on a beaucoup de crevettes et de calamars. On goûte les sardines? Elles sont ultra fraîches et bien relevées. C'est vraiment libanais. Dans le reste du bassin méditerranéen, on n'a pas ces herbes et ces épices. Là, c'est ce qu'on appelle de l'afriqué. Très parfumé. Oui, tout à fait. C'est un plat très sain. C'est bon? Parfait. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est bon. Bien salé. La viande est rosée, mais elle a bien reposé. Et la purée à la menthe est un délice. À l'intérieur, il y a des cerises et du chocolat fondant. C'est très bon. Il faudrait plus de gens comme vous dans le monde. Je vous retourne le compliment. Merci. Je quitte Beyrouth et je pars vers le sud pour explorer les origines de la cuisine libanaise à Tyr. Ensuite, je m'éloignerai de la côte pour remonter vers le nord-est et les montagnes du Chouf jusqu'à Beit Eddine. Les Phéniciens sont arrivés à Tyr vers 4000 avant Jésus-Christ et ont créé un port de commerce dans cette région baptisée Levant.
Les Phéniciens ont été le premier grand peuple de marins du Moyen-Orient et ils ont fondé l'un des premiers empires de l'Antiquité. Ils faisaient commerce de soie et d'épices. Ici, ils étaient connus pour le murex, un coquillage qui était bon au goût et servait à fabriquer une belle teinture violette. Grâce à lui, Tyr a prospéré jusqu'à devenir immensément riche. Depuis toujours, le littoral libanais est parsemé de ports de pêche. Et même si les réserves de poissons déclinent en Méditerranée à cause de la surpêche et de la pollution, le marché de Tyr est toujours bien approvisionné. Les pêcheurs du coin utilisent souvent des casiers avec des appâts comme des algues ou du pain. Ils les laissent toute la nuit, puis reviennent les lever au petit matin. Les poissons sont tellement appréciés des Libanais qu'ils sont souvent servis sans accompagnement, pour qu'on puisse mieux apprécier leur saveur. Sur le quai, les pêcheurs les font griller selon une méthode toute simple. Capitaine, ça m'a l'air appétissant. Vous ajoutez quelque chose? Un peu de sel? Non, 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 non. Rien du tout. D'accord, on fait dans la simplicité. Je mets du citron? Il dégage un de ses parfums. Maintenant, on fait comment pour manger le poisson? Avec le pain? On le pose dessus et on mange. C'est un plat vraiment tout simple. C'est pas un poisson qui a beaucoup de goût. Il est juste grillé, ce qui est parfait, et il est très frais. C'est bon. Merci, capitaine. Maintenant, direction le nord-est et les montagnes du Chouf, où j'ai rendez-vous avec Anissa Elou, critique gastronomique, qui va m'emmener dans un petit village druze appelé Mériste. Je vais découvrir comment on conserve la viande, les légumes et les fruits selon une méthode ancestrale. Bienvenue au Liban. Les Druzes appartiennent à un courant de l'islam né en Égypte au XIe siècle et forment une communauté très unie qui se dévoile peu aux étrangers. C'est donc un privilège pour moi de partager le quotidien d'une famille. C'est une sorte de saumure? On les range dans le bocal? Oui, il faut les mettre bien droits, le long des parois, pour en faire tenir le plus possible. Elle ajoute le gros concombre. Elle est optimiste. On conserve ainsi les produits frais qu'on n'a pas consommés. Tout ce qui est en trop est mis en bocal. Et le liquide, c'est quoi? Du vinaigre, de l'eau et du sel. Du vinaigre de vin. Et c'est prêt en combien de temps? Environ un mois. C'est délicieux avec de l'agneau sur de la pita. Regardez ça. Les feuilles de vigne farcies sont l'un de nos plats les plus connus. Et comme la saison est courte, on conserve les feuilles dans des bocaux. Je peux vous aider? Dans toutes les échoppes du village, on trouve des bocaux avec des fruits et des légumes en saumure. On en sert sur toutes les tables, à la maison comme en restaurant. Elle dit quoi? Quand le bocal est hermétique, avec un anneau en caoutchouc, on n'ajoute rien. C'est naturel. Mais avec un bocal normal, comme celui-ci, on met du liquide. Je peux ouvrir celui-là? Elle va vous montrer. Regardez, elles sont repliées. Ah, ça n'a plus rien à voir. Elles ont ramolli. Je peux en goûter une? Oui, mais sans la farce, ça n'a pas très bon goût. Oui, on sent bien le sel et le vinaigre, mais la consistance est fantastique. Après les Phéniciens, le pays a été dominé par les Arabes. Ils ont introduit le type de cuisine qui a plus tard donné tout l'éventail des mezzés, l'expression la plus connue de la gastronomie libanaise. On va préparer 3 classiques. Du houmous, Oui. des chaussons aux épinards et du taboulé. On commence par le houmous?
Oui, qu'on mange partout. oui, dans le monde entier maintenant. Mais ici, on n'utilise que du tahini, une préparation à base de sésame, alors qu'ailleurs, on met de l'huile d'olive. La première chose à faire, réduire les pois chiches en purée. Pendant ce temps, vous pouvez écraser l'ail. D'accord. Et ça, c'est le tahini. Oui, Quelle quantité de jus de citron? Une cuillère à café? non, un peu plus. D'accord. Ici, on aime mettre beaucoup de citron. Moi, j'ai la main légère. Maintenant, j'ajoute l'ail? Oui, merci. Très bien. Maintenant, il faut tout étaler dans le plat et creuser un sillon pour y verser l'huile d'olive. Normalement, on pose ensuite quelques pois chiches entiers au milieu et un peu de persil haché. Et pour finir, on décore tout autour. Vous pouvez mettre l'huile. On dirait un tableau. C'est magnifique. On n'a presque pas envie d'y toucher. Et maintenant, on fait quoi? Un autre classique? Les chaussons aux épinards. Il faut mettre du sel, du sumac et du poivre sur les oignons. Je vous laisse les mélanger jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Pas de problème. Rajoutez du sumac. Le sumac n'est pas une épice, c'est ça? Non, c'est une baie. Ah, une baie. Elle est séchée et broyée. Maintenant, il me faut du sel. Je vais malaxer les épinards pour les faire tomber, comme on dit. Regardez. Ils ont rendu plein d'eau. Voilà, ils sont égouttés. J'ai bien mélangé les oignons. J'espère que ça vous va. C'est très bien. J'ajoute quelques pignons. Je crois qu'il faut encore du citron. Du citron. Parlez-moi de la pâte. Elle est toute simple, c'est ça? Oui, une pâte sans levain, avec juste du sel, de l'eau et de l'huile d'olive, en plus de la farine. Et que signifie mezze? Mezze, ça vient du verbe perse maza, qui veut dire goûter ou savourer. À l'origine, les mezzes étaient perses. Dans l'Antiquité, les Perses servaient des fruits acidulés avec leur vin jeune pour compenser son amertume. Voilà nos chaussons aux épinards, les fatayères. Vous les faites cuire combien de temps et à quelle température? Environ 220 degrés, pendant 15 à 20 minutes. Maintenant, une consigne essentielle pour la recette du taboulé. J'écoute. Comment hacher les herbes? Il faut les émincer très finement. Autrefois, pour juger si une jeune Libanaise était bonne à marier, la famille du jeune homme demandait si elle savait bien faire ça. Hacher le persil? Oui, faire un bon taboulé avec le persil assez fin. Je n'aurais jamais pu trouver de mari. On met toujours de la tomate dans le taboulé? Oui, et sans enlever la peau ou les pépins. Pour la menthe, c'est pareil, tout fin. Oui. Il y a environ une part de menthe pour 8 de persil. C'est le persil qui domine. En fait, c'est un tiers de menthe. Un tiers. Oui. Vous voyez comme c'est vert? Si un Européen faisait du taboulé, il mettrait tout dans ce boulgour. Mais moi, regardez ce que je prends. Ah oui, ça ne fait pas beaucoup. J'en mets très peu. De la cannelle. Et du 7 épices. C'est un mélange qu'on utilise beaucoup chez nous. On s'en sert pour de nombreux plats. Maintenant du sel, du jus de citron et de l'huile d'olive. Quelle surprise. C'est prêt. Fantastique. Nos chaussons aux épinards doivent cuire 20 minutes. Donc on a le temps de s'asseoir et de manger un peu. Et de prendre un verre. On l'a bien mérité. J'en peux plus de tout couper finement. Moi aussi. Et je ne cherche pas un mari. Moi non plus. Tous les pays du Moyen-Orient ont leur version des mezzés, un terme qui regroupe toutes sortes d'entrées froides et chaudes, comme le baba ganoush, ou caviar d'aubergine, et les wara kenab, ou feuilles de vigne farcies. En général, ils sont faits maison et complétés par d'autres venant du commerce. On les déguste en début de repas ou en apéritif.
Le cèdre est l'emblème national libanais et il figure même sur le drapeau. Dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ, les Phéniciens utilisaient cet arbre pour construire leurs bateaux. Ensuite, ça a été le tour des Romains et plus tard des Français et des Libanais pour toutes sortes de constructions. Les forêts de cèdre sont intégrées à des parcs nationaux et donc protégées. On peut s'y promener et faire une halte dans de petites boutiques pour acheter des produits locaux. Je traverse les monts du Chouf pour descendre dans la vallée de la Beka et m'arrêter à Zalé. Ensuite, j'irai vers le nord entre Baalbek et Tanaïl. Les Arabes avaient installé des places fortes dans les montagnes, notamment autour de Zalé. Aujourd'hui, cette ville est connue pour ses restaurants en terrasse au bord de la rivière Al-Bardaouni. On peut y goûter tous les mezzés libanais en buvant un verre de la boisson nationale, l'arak, un alcool au goût anisé. Bienvenue au Liban. Dans le nord-est de la vallée de la Beka se trouve Baalbek, une petite ville située à 2 pas de trésors antiques. Cette région est l'une des principales bases du parti Hezbollah et j'ai eu la chance d'y aller pendant une période calme. C'est l'occasion de visiter des temples impressionnants comme celui-ci, dont la construction a duré 2 siècles et employé 10 000 esclaves. Voilà le temple de Jupiter. Si je monte sur ce socle, vous pourrez mieux vous rendre compte de l'ampleur de ce monument. Il ne reste que 6 colonnes. Elles ont survécu à des siècles de guerre et de tremblements de terre. Et chacune mesure 2,50 m de large pour 20 mètres de haut. Je me sens toute petite. À l'entrée du temple de Bacchus, on voit encore les sculptures représentant des grappes de raisin, des fleurs de pavot et du blé. Cet endroit est connu pour avoir accueilli des sacrifices, des orgies et des banquets gargantuesques. Depuis toujours, les terres de la région sont extrêmement fertiles et dans l'Antiquité, la Beka était l'un des greniers de l'Empire romain. On y cultivait du blé, mais aussi des vignes. Les caves du château Ksara ont été construites par les Romains il y a 2000 ans. Le château Ksara utilise aussi du raisin cultivé par le monastère jésuite de Tanaïl. J'y retrouve le père Jan Bronsveld, l'un des 6 prêtres qui dirigent le domaine. C'est impressionnant. La propriété viticole a été créée en même temps que le monastère en 1833 sur un terrain donné en compensation par les Ottomans qui avaient tué les premiers prêtres installés à cet endroit. À l'origine, il n'y avait qu'un immense marécage, mais les jésuites l'ont transformé en exploitation de 230 hectares. Ils y produisent du blé, du miel et toutes sortes de fruits. Ils élèvent aussi 120 vaches et leurs produits laitiers sont connus dans tout le pays. Le père Yann me présente d'ailleurs Elia Gora, qui dirige la laiterie. Bonjour, je m'appelle Mary-Lise. Les Libanais apprécient particulièrement le lait très riche qu'une vache produit dans les 3 jours qui suivent la mise bas. Il est riche en vitamines et en graisses. Les gens en boivent pour se donner de l'énergie. C'est bon? Oui, on dirait juste du lait chaud, particulièrement crémeux. C'est vrai. Chaque jour, les bêtes produisent 1500 litres de lait, que la laiterie transforme en beurre normal ou clarifié, c'est-à-dire sans les impuretés, en yaourt et en plusieurs sortes de fromages. On trouve ici toute la gamme des produits laitiers. Ah, voilà le fameux fromage aloumi. À l'origine, les Bédouins ont inventé l'aloumi pour utiliser le lait de leurs chèvres et de leurs brebis. C'est un fromage salé à pâte semi-ferme qui se conserve très longtemps, ce qui était idéal pour une vie nomade. Aujourd'hui, on le mange grillé en salade, en brochette avec de la viande ou comme un mezzé. Maintenant, on va cuire le fromage dans le petit lait. Il fallait bien le jeter dedans? Oui. Oh, j'ai eu peur. Pour éviter de perdre les fromages frais invendus au bout de 2 jours, un prêtre hollandais a eu l'idée de les transformer en gouda. On sent vraiment le cumin. Oui.
En général, je trouve le gouda inintéressant. Mais le cumin lui donne une touche moyenne orientale. Je mets maintenant le cap sur Tripoli, dans le nord, avant de longer la côte vers le sud pour regagner Beyrouth. Tripoli est la deuxième ville du Liban. Elle a été influencée par les croisades chrétiennes lancées à partir du XIe siècle et surtout par les 3 siècles de domination ottomane qui ont suivi. La richesse de son histoire est encore palpable aujourd'hui. Bienvenue au Liban. Je dois rencontrer un hôtelier de Tripoli appelé Mustapha Haïdar dans le café Fahim, un établissement qui a été bâti par les Ottomans et qui n'a pas changé depuis 110 ans. C'est un endroit très couru et je vais y goûter une spécialité très appréciée ici. Voilà donc le lamajin. Oui, c'est ça. C'est vraiment devenu un classique. C'est typiquement turc. C'est une pâte fine avec de l'agneau dessus? Oui. Une galette garnie d'agneau. Avec des épices. La viande est vraiment tendre et la pâte toute fine. C'est délicieux. Je comprends que les gens aiment ça. Oui. L'Empire ottoman a pris le pouvoir en 1516 et est resté à Tripoli jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le souk Khan el Saboun a été construit il y a 500 ans, juste avant leur arrivée. Mais ils ont laissé leur marque sur ce marché qui est l'un des mieux préservés au monde. Au milieu de l'effervescence, on a trouvé quelques spécialités locales. C'est ce que je crois. Oui, un morceau de choix. C'est du bœuf? C'est ça. Et c'est un testicule de taureau. Oui, Et vous en mangez? bien sûr. Cet étal de boucher est typiquement libanais, très traditionnel. Oui, très typique. Qu'est-ce qui le fait sourire? Il a autre chose à me montrer? Il va vous préparer quelque chose de très connu. Vous en avez vu dehors. C'est pour ça que vous m'avez amené ici. Oui. C'est du foie et ça se mange cru. Cru? Oui, essayez. Je n'ai jamais goûté cru. C'est bon, surtout avec du sel. Il en prépare pour moi? Oui. D'accord, avec du sel. Allez, je me lance. Vous êtes sûr que c'est bon? Vous pouvez recracher si vous voulez. Ah, vraiment, je peux pas. C'est la texture. Vous, ça vous plaît? Oui, on en mange beaucoup. Désolée, je ne voulais pas être impolie. Vous pouvez lui expliquer? Je suis sûre que c'est délicieux, mais... Je suis vraiment désolée. Maintenant, regardez la tête de chèvre. On la mange comme ça. Mais pas cru quand même. Non, non. Faut pas exagérer. Je ris, mais c'est nerveux. Oh mon Dieu. Goûtez. N'ayez pas peur. Un petit bout, hein? Vous voulez goûter? D'accord. C'est bon. Oui, je vous l'avais dit. L'aspect n'est pas très engageant, mais le goût est bon. Très bon même. Vous en voulez? Non, merci. Ça ira comme ça. Je quitte Mustapha pour explorer un quartier appelé El Mina, le port. J'ai goûté toutes sortes de plats libanais, mais il en est un qui manque encore à mon palmarès, le falafel. Je vais profiter de cette promenade pour m'en offrir. Bonjour. Je voudrais un falafel, s'il vous plaît. Avec de la sauce piquante, si possible. Merci. On mange des falafels dans tout le Moyen-Orient, mais les Libanais assurent qu'ils les ont inventés et que les leurs sont les meilleurs du monde. Le chou fluo, non merci. Des légumes au vinaigre, oui. Des tomates. Et de la menthe, plein.
Ça me plaît qu'ils mettent de la menthe partout. Et bien sûr, le tahini. Il m'en faut un peu, merci. Et la sauce piquante. La sauce piquante? Oui. Il sourit. Je suppose qu'elle est très relevée. Combien je vous dois? Ici, les falafels ne coûtent rien. C'est de la cuisine de rue, j'adore ça. Merci, je le mange tout de suite. C'est génial. Les falafels qu'on achète en Occident sont souvent trop secs. Ceux-là sont chauds au milieu et croustillants autour. Les légumes au vinaigre sont super et la sauce. C'est le meilleur falafel que j'ai jamais mangé. Génial. Merci beaucoup. Je suis toute requinquée. Merci. Bienvenue au Liban. Tripoli est connu pour ses pâtisseries, notamment les baklava. Et on m'a dit que le vénérable établissement Rafa à Talab faisait les meilleurs de tout le Liban. Bilal Hilal, dont le grand-père a fondé la pâtisserie en 1881, va me montrer comment les préparer. Il paraît que vos baklavas sont les meilleurs. Merci beaucoup. On fait beaucoup de choses. Ceux-là sont tout petits. En général, je n'en vois que des gros. Ici, on en a des petits aux pignons ou des cylindriques aux pistaches. Et les traditionnels en forme de losange. Super. Autrefois, les baklavas étaient réservés aux plus fortunés. On pense qu'ils ont été inventés par les Assyriens vers le 8e siècle. Mais au Liban, c'est surtout l'influence turque qui est visible sur les pâtisseries très sucrées. On les déguste souvent entre les repas avec le café. Un bon baklava, c'est avant tout un nombre précis de feuilles de pâte filo badigeonnées de beurre clarifié. Le plus difficile, c'est d'étaler la pâte. Il faut 30 feuilles aussi fines que du papier de soie. On met une feuille? Oui, C'est elle qui fait la base croustillante? c'est ça. On étale une première couche au fond du plat avant d'ajouter le beurre clarifié et de continuer avec 14 épaisseurs successives. C'est pas très diététique, ça fait grossir. Ensuite, on met la farce. Aujourd'hui, on a choisi des noix de cajou et des pignons et encore 15 feuillets de pâte. Avant d'enfourner, on verse très exactement 19 louches de beurre clarifié sur toute la surface et on la découpe en losanges. Le baklava existe dans tout le Moyen-Orient, jusqu'en Turquie, en Grèce et dans les Balkans. 2 heures au four. Maintenant, on imbibe. Avec quoi exactement? Du sirop de sucre brûlant. C'est chaud, le plat aussi. On entend la voix du baklava qui chante « Je suis prêt ». Comment ça, la voix du baklava? Il fait du bruit. Parce que c'est chaud? Oui, Maintenant, on goûte. voilà pour vous. Regardez toutes ces épaisseurs. Un morceau de paradis. C'est vraiment le goût du Liban. C'est le goût du Liban. Au Liban, comme dans tout le Moyen-Orient, la culture et la cuisine des peuples nomades ont beaucoup influencé le reste de la société. Je croise la route des Nawars, des Tziganes, qui pour beaucoup continuent à vivre comme leurs ancêtres. La famille Alali vient de la tribu des Al-Nuaïm, un groupe originaire du nord de la Syrie qui vit dans les collines au-dessus de Tripoli depuis le début du 19e siècle. En été, elle continue à emmener ses troupeaux dans les pâturages des hauteurs. J'aime pas trop ce genre de spectacle. Mais ça y est, c'est fini.
Mais c'est la règle ici. Cette petite fille s'appelle Doubara et c'est son frère qui tue la chèvre. Ça n'a pas l'air de la choquer. Je me dis que si on mange de la viande, on doit accepter de regarder ça, sinon il faut devenir végétarien. On abat les chèvres vers l'âge de 4 ou 5 mois et on les fait cuire à la broche. J'ai l'impression qu'il n'y a que des broussailles sans intérêt, mais visiblement ce sont des herbes aromatiques. On est en train d'en cueillir pour notre repas. Je ne sais pas ce qu'on cherche. D'accord. La salade, ça j'ai compris. Ça a un goût proche du thym. Je pense qu'elle va en mettre dans une salade. C'est puissant. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Qu'est-ce qu'on prépare? Ça c'est de l'ail. Je l'écrase? On le met dans le saladier. Ça sent super bon. Les citrons aussi, c'est incroyable. On sent qu'ils sont parfaitement bio. On ajoute de l'huile. C'est très important. Comme les moutons et les chèvres crapahutent dans la montagne, leur viande est maigre. Du sel. Et maintenant, on mélange? D'accord. Je mélange le tout. J'entaille la viande ici. Maintenant, du citron à l'intérieur. Comme ça. J'ai failli y laisser un doigt. Beaucoup d'ail dans la viande. Je suis la seule à manger. On nourrit à la main. Qu'est-ce que c'est bon! C'est prêt? Servez-vous, servez-vous. La famille Al-Ali n'est pas propriétaire de cette terre, mais sa philosophie est bien résumée par une expression arabe qui dit « c'est là que ma tête est tombée », c'est-à-dire « c'est là que je suis né, c'est chez moi ». Je redescends le long de la côte pour retrouver mon point de départ, Beyrouth. Bienvenue, 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 bienvenue. Changement de décor. Je suis devant les studios de Futur TV, parce que dans une heure, je serai en direct devant tout le Moyen-Orient dans l'émission du chef Ramzi. Bonjour. Enfin, s'il me laisse entrer. À ce qu'on m'a dit, cette émission existe depuis 30 ans. Et le chef Ramzi est immense et pas commode. Donc j'ai le trac. Bonjour, je tourne un documentaire et je vais participer à l'émission du chef Ramzi. Je dois me présenter où? La porte noire? Ah super, merci. C'est le studio. Faut pas faire de bruit. Oh, c'est immense ici. Bonjour, je suis l'invité du chef Ramzi, je suis Mary-Lise. Je suis Ali, le réalisateur. Le réalisateur? Oui. Enchanté. Le chef Ramzi, il est sympa? Mais oui, mais oui. Et il est très grand? Oui, mais on vous rehaussera. Sur une boîte? Voilà, c'est ça. Vous avez entendu? Il dit que je suis petite. C'est vous qui coiffez le chef Ramzi? Oui. Et ça va, il est sympa? Oui, on est amis. Vous êtes amis alors? Il paraît qu'il est très grand.
Le direct commence dans un quart d'heure et le chef Ramzi vient d'arriver. Mes cheveux vont avoir un de ces volumes. J'adore votre émission. Je l'ai regardée à l'hôtel. Merci. Belle veste de cuisinier. Vous en aurez une. C'est vous qui allez cuisiner. Moi, je suis là pour vous aider. Ah bon? D'accord. Combien de gens vont nous regarder? Entre 8 et 10 millions. Vous avez entendu? 8 à 10 millions? Ouais. Stand by. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur notre chaîne et au Liban. Merci de m'accueillir. Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre émission. Et moi, je rencontre le célèbre chef Ramzi. Vous êtes dans la bonne émission, sur la bonne chaîne, dans le bon pays. Alors, quel est le programme du jour? On prépare quoi? Nous allons cuisiner un poulet et du riz selon une recette typiquement libanaise, avec de la viande. Le poulet ne sera pas simplement rôti. Nous allons y ajouter une farce à base de fruits et le présenter avec du riz. Sur les tables libanaises, le poulet est plus courant que la viande rouge, sans doute parce qu'il est moins cher. Et pour mes débuts à la télévision locale, j'apprends une recette très originale. On commence par faire chauffer l'huile. Je vous aide. Allez-y. Je mets l'huile d'olive dans la poêle. Très bien. Ensuite, on fait passer le bouillon à travers la passoire d'oignons. La couleur est magnifique. On utilise la couleur naturelle des oignons. C'est génial comme idée. Les blancs de poulet sont étalés et garnis de fruits secs revenus dans le beurre. On a des abricots, des pruneaux et des raisins, des ingrédients typiques du Moyen-Orient. Maintenant, vous êtes un chef. Elle connaît tous les secrets de la cuisine libanaise. C'est un grand compliment de la part du chef Ramzi, croyez-moi. Mais le poulet est en train de brûler. Oups! Le riz est cuit à l'eau, puis passé à la poêle avec du bœuf émincé, de l'oignon, de l'ail et des épices. Ensuite, on saupoudre la garniture, pistaches, pignons, amandes et fruits secs. Et voilà, c'est prêt. C'est un plat qu'on sert quand toute la famille est réunie ou pour les grandes occasions. Merci infiniment. Merci à vous, chef Merili. Merci beaucoup. C'était génial. Je vous en prie. Merci, c'était super. C'est la fin de l'émission du chef Ramzi et aussi de mon voyage au Liban. Ici, tout le monde m'a accueilli à bras ouverts. L'enregistrement d'aujourd'hui résume bien toute cette aventure parce que l'équipe m'a fait me sentir chez moi, comme si j'étais déjà venue 1 millier de fois. On a fait la cuisine ensemble et ici, manger, c'est d'abord partager avec les gens qu'on aime. Le Liban est un pays qui vous offre généreusement sa culture et sa cuisine. Je reviendrai, mais pas pour le travail.